Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui c'est une superbe journée sur les marchés boursiers, il y a plein de choses à dire. Donc la première chose, ça va concerner notamment les États-Unis et Donald Trump. La deuxième, ça va concerner notamment le secteur du luxe et le CAC 40. La troisième, ça va être mes différents arbitrages sur mon portefeuille, mon PEA. Et enfin, je terminerai sur une valeur que j'ai acquis la semaine dernière et on va voir ensemble son évolution. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, liker, à partager. Je veux voir plein de pouces bleus sous la vidéo. Merci, ça aide pour le référencement, l'algorithme YouTube. Commençons par les États-Unis. Pour faire très simple, Donald Trump va bientôt prendre ses fonctions. Donald Trump ne jure que par les États-Unis et du coup préfère déclarer une guerre économique aux autres pays en leur imposant des taxes de douane. Donc du coup, cela concerne bien sûr l'Europe et la Chine notamment. Et donc, bah, cela ne plaît pas au marché parce qu'il y a un risque d'inflation en étant autant protectionniste. Et donc, qui dit inflation dit risque d'absence de baisse de taux par la Fed. Donc, la Fed, c'est la banque centrale américaine. Voilà, je rappelle que la Fed et autant que la BCE, pour baisser les taux directeurs, il faut que l'inflation soit jugulée, soit contrôlée. Et donc, justement, si la politique américaine ne joue pas le jeu entre guillemets, eh bien les taux risquent de ne pas baisser et donc du coup les entreprises auront plus de mal à se développer. Il y en a certaines qui pourront même faire faillite et puis voilà, ça pèsera sur le quotidien des Américains et par la suite des Européens parce que il faut savoir que l'économie américaine influe beaucoup sur le reste du monde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout monte, notamment aujourd'hui et hier? Eh bien tout simplement parce que comme il avait annoncé lors de sa candidature qu'il allait taxer à mort les étrangers et les non-américains, pour faire simple, eh bien euh, finalement il pourrait revenir sur cette décision, on va dire, radicale et pourrait être plus souple en imposant des taxes moindres. Donc bah, du coup, ce serait perçu comme une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Et si on prend quelques instants pour regarder l'indice S&P 500 en journalier, vous voyez, tendance haussière de long terme, donc ce gros canal rouge que je vous montre. Donc jusque-là, pas de souci, tendance haussière de long terme. Mais vous voyez que depuis, exactement depuis début décembre, l'indice est en train de corriger. Donc c'est pas la première fois, vous voyez, ça a été corrigé en août, il y a eu une correction en mars, il y a eu une correction en juillet 2024 et il y a une correction, voilà, cet hiver 2024-2025. Donc voilà, il faut pas être surpris si l'indice corrige autour des 5667-5700 points, donc c'est-à-dire en bas de ce canal. Donc voilà pour le S&P 500. Et si on regarde le Nasdaq 100, eh ben, même chose, hein, canal haussier de long terme de 2022 à maintenant, avec plusieurs corrections, comme on peut le voir ici, ici et ici. Vous voyez, donc on vise le bas de ce canal haussier, donc proche des 20 500 points, et là une résistance décrite autour des 20 675 points. C'est normal, vous l'avez vu, les 7 magnifiques baisses également. Et comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui et hier sont des belles journées parce que vous voyez, hier, les États-Unis, tout était vert. Donc Tesla plus 8%, Meta plus 3,8%, Nvidia plus 3,4%, mais on est quand même loin des 150 dollars. AMD plus 3,33%, Google, donc c'est Alphabet, plus 3,11%, Intel, même Intel, le concurrent de Nvidia, qui est à la ramasse, plus 2,7%, Amazon, plus 2,57%, Microsoft, plus 2,56%, Apple, on est loin des 250 dollars, mais elle est aussi dans le vert à plus 1,97%, et Accenture, qui ressemble entre guillemets à Capgemini et à Téléperformance, plus 0,2%. Et pour ceux que ça intéresse, j'affiche également le Dow Jones. Donc le Dow Jones, c'est un indice beaucoup plus large que le Nasdaq et le S&P 500. Donc c'est un indice historique. Comme vous pouvez le voir, tendance haussière de très long terme. Et là, vous voyez, on va dire à moyen terme, sur les dernières années, voilà, toujours une tendance haussière de long terme. Et vous voyez, j'ai distingué ce canal haussier. Donc
En gros, tant qu'on est proche de ce canal, tout va bien. Vous voyez, il y a eu des excès dernièrement, et puis voilà, ces excès, bah, ils finissent par se payer. On sort du canal par le bas, donc prudence. Mais quand même, vous voyez, il y a un support, voilà, majeur à 41 763. Il y en a un autre à 42 339, décrit par ProRealTime. Donc voilà, si jamais on passe en dessous à nouveau des 42 000, eh bien ça risque d'être mauvais, ça risque de corriger un peu, mais vous voyez la tendance haussière reste de long terme, donc voilà, dans les mois et années à venir, on finira par retoucher à nouveau les 45 000 points. Comment ne pas vous parler de ça? Comment ne pas vous parler du luxe? Hein, vous avez remarqué, LVMH, Kering et Hermès ont explosé ce matin en bourse avec un LVMH qui fait même plus de 8%, plus 8% aujourd'hui, incroyable, hein. Elle qui était il y a quelques euh, semaines et mois sous les 600 euros, même jusqu'à un plus bas autour des 570 euros. Et on me disait, mais vends cette valeur, c'est de la saucisse en barre, bref, c'est n'importe quoi. Tu vois bien que la Chine, avec le luxe, c'est pas ça. Ce sont des entreprises foutues. Eh bien, pourquoi elles prennent plus 8% aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est Richemont. Richemont, c'est un géant du luxe suisse, hein. Ça fait partie ce qu'ils appellent des Super Seven en Europe, hein, pour histoire de concurrencer les 7 magnifiques, mais ils sont très loin, c'est très loin du compte, hein. Donc il y a aussi Ferrari, il y a aussi Schneider Electric et SAP, entreprise de l'intelligence artificielle en Allemagne, dans ce groupe des Super Seven. Je vous laisserai regarder. Et ben Richemont a battu les analystes. Les analystes, ils prévoyaient exactement un résultat trimestriel du troisième trimestre pour Richemont de exactement 5,6 milliards d'euros, et ben de revenus, hein, tout simplement. Eh bien, eux, ils ont fait exactement 6,15 milliards d'euros. Donc c'est quand même énorme parce que c'est plus de 500 millions d'euros au-dessus des attentes, hein. Donc c'est ça qui entraîne toutes ces valeurs vers le haut. Donc, si on regarde graphiquement ce que ça donne pour LVMH en journalier, j'avais mis mes propres seuils, donc 702, 751, 778, 808, ce sont mes propres résistances, hein. ProRealTime m'affiche les autres traits rouges, donc celui-là, le all-time high, celui-là a une résistance proche des 719 euros, et ce support majeur à 635 euros, que je vous enlève comme ça sera plus lisible. Cette flèche ici, eh bien, c'était pour éventuellement répliquer une peut-être épaule, tête, épaule inversée. Alors, on me dit en commentaire que c'est pas fiable. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je me suis quand même répliqué cette flèche ici pour voir quel objectif ça va me donner. Et ça va me donner, si cette figure est bien conforme, eh bien, ça pourrait donner une cible autour des 778 euros. De même que si on s'abstient de cette épaule tête-épaule inversée, eh bien on peut éventuellement voir soit une autre épaule tête-épaule inversée, soit une tasse avec une anse. Et donc du coup, il faudrait prendre le bas de la tasse et le haut de la tasse, on la réplique vers le haut, et je crois que ça me donne cette valeur 751 que j'ai marquée ici. Mais bien sûr, ce qui va être important, c'est la résistance symbolique des 700 euros, hein, c'est psychologique. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à la valeur LVMH retiendront la valeur psychologique des 700 euros. Donc vous voyez, c'est la résistance, je pense. Donc si on arrive franchement à passer les 700 euros, bah là, on est tranquille jusqu'à au moins 725 euros. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un gap ici, et normalement, en théorie, les gaps finissent par être comblés. Donc, j'ai pas dit que ça allait monter en ligne droite, mais il est fort possible que ça se comble partiellement, que ça redescende pas jusqu'aux 663 euros, mais que ça se comble partiellement, par exemple, jusqu'aux 670 euros, et peut-être même au cours de cette séance, hein, parce que la séance n'est pas terminée, nous sommes le matin, pour ensuite remonter. Je crois qu'ils appellent ça un throwback. Donc ça monte, paf, ça prend appui et puis ça repart vers le haut. Je crois que c'est throwback, hein. Dites-moi en commentaire, j'ai un doute, c'est throwback ou pullback? Et bien sûr, il y en a qui vont dire oui, mais tu vois, d'après ce que tu nous montres, c'est clairement une tendance baissière parce que voilà, là, à la même période en 2023, début 2024, on était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Donc, en gros, on reste en tendance baissière. Alors,
Pas vraiment, parce que justement, il y a quelque chose qui a changé, ce sont les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, vous les voyez là, les traits verts, bleus et rouges. Donc là, ici, c'est 10 périodes en journée. Moyenne mobile, 34 périodes. Voilà, 11, 34 et 50. Et vous voyez clairement, on est passé depuis un petit moment au-dessus de ces trois moyennes mobiles. Donc clairement, la tendance est à l'achat sur le plan horaire, sur le plan journalier et au moins sur le plan hebdomadaire. Sur le plan mensuel, je crois qu'on est neutre, hein. J'ai vérifié sur le investing.com qui prend en compte tous ces indicateurs techniques, hein. Je les ai pas inventés. Donc voilà, actuellement sur le court terme, donc c'est-à-dire au moins jusqu'à hebdomadaire, on est à l'achat fort. On voit très bien ici, parce que je vous ai dit 8%, vous voyez, on est actuellement à 8,90%. On est à 694 euros. On se rapproche des 700 euros aujourd'hui même. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça monte autant? Parce que c'est quand même Richemont qui a publié, non LVMH. Eh bien, tout simplement, si Richemont a fait un chiffre bien supérieur à celui attendu, hein, par les analystes, par le consensus des analystes, eh bien, ça signifie que probablement LVMH et Hermès, qui sont de très bonnes entreprises, vont faire mieux que ce qu'on attendait. Donc, c'est pour ça que les gens investissent sur notamment LVMH et Hermès. D'ailleurs, il me semble que Hermès a battu son all-time high, son plus haut historique, qui était de l'ordre de 2400 et quelques euros, et ben là, on s'est presque rapproché des 2500 euros si elle n'y est pas déjà. À l'heure où je vous parle, elle a atteint les 2506 euros. Hermès, c'est incroyable, incroyable. Maintenant, j'attire votre attention sur Euronext. Voilà, je vous en avais parlé il y a à peu près une semaine, où justement je vous dis que j'étais rentré sur le titre. Finalement, je suis rentré sur le titre exactement à 107,50 €. Vous voyez qu'actuellement, elle cote autour des 106,10 €. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on se retrouve en bas de canal. Donc, je suis rentré à peu près par ici. Voilà. Et vous voyez, on est sorti de ce petit canal violet et nous nous trouvons en bas du canal jaune de très long terme, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis pas du tout inquiet. Voilà, je suis persuadé que cela va, voilà, la valeur va rebondir proche des 106 euros. Voilà, d'autant plus que là, nous sommes sur un marché haussier de court terme, comme je venais de vous l'expliquer précédemment. Et donc, voilà, donc mon objectif sur cette valeur, ben, c'est continuer cette hausse, hein, de long terme. Donc, vous voyez, un retour aux 110 euros et pourquoi pas même viser 112 euros comme certains analystes. Et voilà, après, donc si on regarde la simulation, voilà, si on part de ce principe, mars, avril, ou voilà, où on dit le sell in May and go away, eh ben, on arriverait autour des 114, 115 euros. Bon, j'espère que vous êtes resté jusqu'au bout parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein. Je me suis ramassé pas mal de critiques sur l'une de mes précédentes vidéos, hein, celle où j'exprime avoir été piégé par mes ETF, hein, donc mes ETF basés sur le S&P 500. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. J'ai vendu tous mes ETF. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a fait ça? Eh bien, j'ai tout vendu. Tu veux savoir pourquoi? Mets un pouce vers le haut. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Commente en me donnant ton avis. Eh bien, tout simplement, j'ai profité de cette hausse des valeurs boursières en général, notamment des ETF S&P 500, pour vendre totalement mes ETF S&P 500. Et comme ceux qui le savaient déjà, ceux qui me suivent, j'en avais beaucoup. J'avais exactement 130 ETF qui se nomment PE 500, donc c'est la Mundi S&P 500. J'avais réussi à en vendre 9 la dernière fois, donc c'est comme ça que je me disais que j'avais été piégé. Et pour ce qui concerne l'autre ETF S&P 500 que j'ai, c'est le ETF de BNP, donc qui est moins cher en termes de frais, hein. Les frais sont deux fois moins chers qu'Amundi, hein, de l'ordre de 0,12% il me semble. J'en avais 1450 il me semble, et là il m'a resté 1067. Eh bien j'ai profité de cette hausse tout simplement pour les ventes ce matin et on va voir tout simplement si j'ai bien fait sur le court terme, donc sur la séance du jour en quelques heures. On va regarder ça maintenant. Exactement, j'étais rentré sur le PE 500 de Amundi après avoir vendu mon ETF World EWLD
car il y avait changement de politique vis-à-vis de cet ETF et c'était pas clair à l'époque. Donc j'avais préféré prendre les devants en prenant ma plus-value sur l'ETF WLD proche de 10%, il me semble. Et là, donc du coup, j'étais rentré sur ce trait blanc donc à 38,48 € exactement avec un PRU à 38,51 €. Et j'ai revendu une partie, donc j'avais revendu 9 ETF le 27 décembre à 47 € et 32 centimes exactement. Donc vous voyez déjà actuellement à l'heure où je vous parle, on est à 47,30 €. Donc à l'époque déjà j'avais bien fait. Et aujourd'hui j'ai revendu de nouveau à 47,32 € mes 121 ETF restants, ce qui me fait une plus-value d'environ, donc je mesure ça avec vous concrètement, mince, voilà, hop, on va faire ça. Voilà, on va dire grosso modo 20%. Alors, est-ce que j'ai bien fait de vendre tous mes titres à ces moments précis? Donc là, je vous ai mis en graphique horaire. Donc le 13, c'est le 27 décembre. Donc c'est là où j'en avais vendu 9. Et puis voilà, j'en ai revendu maintenant. Et donc qu'est-ce qu'on voit maintenant? Bah, un gap haussier. Et on voit que du rouge là sur les dernières heures. Donc en fait, j'ai pu me débrouiller sur la séance de ce matin à vendre quasi au plus haut. Donc, bon choix. Et petite précision, j'avais mis un ordre à 47,32 comme fin décembre 2024, mais en fait, il est passé à 47,39 vu que ça a été vendu entre guillemets au marché. Passons maintenant à ESE de BNP. J'avais acheté autour des 26 septembre à un PRU de 26,03, donc c'est représenté par ce trait blanc ici, et j'avais vendu une première fois le 27 décembre à 28,97 €. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vendu à 29,08 € exactement. Et là, comme vous pouvez le voir, on est actuellement à 29,0395 €. Donc, là aussi, je pense que c'est une belle opération que j'ai faite, sachant que je pense, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, que le S&P 500 va continuer à corriger, et pourquoi pas jusqu'à au moins 28 € là dans le cadre de cette ESE, voire aller combler ce gap qui est proche des 27 €. Donc oui, je n'ai pas fait comme les autres, je n'ai pas fait du DCA, je n'ai pas acheté des ETF, quoi qu'il advienne, tous les premiers de chaque mois ou tous les 15 de chaque mois. Bien sûr, ça reste les États-Unis, tendance haussière de long terme. Néanmoins, j'ai décidé de récupérer mes bénéfices de l'ordre de 20% environ pour le PE 500 et de l'ordre de 10 et quelques pourcents pour l'ETF BNP ESE. C'est mon choix. Si tu es d'accord, dis-le en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi en commentaire. Autre argument qui a fait que j'ai préféré prendre mes bénéfices sur ces valeurs en ce moment, bah, tout simplement parce que il y a aussi l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, c'est quoi? C'est combien vaut l'euro en dollars et combien vaut un dollar en euros. Eh bien, si on parle d'euro-dollar, actuellement, un euro est proche des 1,03 $. Donc c'est proche de la parité de 1 égale 1. Alors que il y a quelques mois de ça, bah, l'euro 1 euro, ça valait 1,11 $, hein. Lorsque j'étais en septembre à New York, c'était 1,11 $. Donc vous voyez que clairement, le dollar reprend de la force vis-à-vis de l'euro. Pour combien de temps? J'en sais rien. En tout cas, c'est en partie lié avec l'inflation et les propos de Donald Trump. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, l'inflation, c'est pas bon d'une manière générale. Néanmoins, ça a été très bon pour les ETF. Mais si justement il n'y a finalement pas de baisse des taux directeurs par la Fed, déjà qu'ils en avaient annoncé 4 et finalement il n'y en aura que 2, hein, c'est aussi ça qui explique la correction des marchés boursiers aux États-Unis, des indices américains. Eh bien, si là, la Fed décide par exemple de choisir de n'abaisser qu'une seule fois les taux directeurs en 2025, eh ben ça aussi, ça va faire corriger les indices boursiers. Donc, raison de plus pour récupérer ces bénéfices maintenant avant qu'il soit un peu trop tard. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ton avis sur tout ce qu'on vient de dire et tout ce qui te passe par la tête. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.